Bonjour et bienvenue dans On va semer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui sèment leurs idées pour que l'agriculture d'aujourd'hui et de demain soit toujours plus innovante. Aujourd'hui, on reçoit le réalisateur Édouard Bergeon. Après avoir filmé les vrais gens, comme il les appelle, dans des reportages et des films documentaires en tant que journaliste, il raconte aujourd'hui leurs histoires au cinéma. Il a entre autres réalisé Au nom de la terre en 2019 avec Guillaume Canet, puis Une promesse verte avec Alexandra Lamy en 2024, un cinéma du réel dans lequel il parle de la ruralité, de la terre, des fermes, à travers ceux qui font l'agriculture. Son nouveau film documentaire Rural sera en salle le 4 mars et il s'inscrit dans cette continuité en dressant le portrait de l'éleveur charismatique du Sud-Ouest, Jérôme Bail. Bonjour Édouard. Bonjour. Pourquoi vous marrez ? Parce qu'on est très heureux de t'avoir. On peut se tutoyer ? Ouais. Allez, j'aime bien cette émission parce qu'on s'aime déjà. Voilà. On s'aime ce qu'on veut, mais on s'aime beaucoup d'amour. On s'aime fort. Tout est très symbolique. On s'aime fort. C'est important, on va s'aimer. J'ai aussi le plaisir de retrouver Antoine Poupard, président fondateur d'ATECA, avec qui j'ai le plaisir de co-animer ce podcast et on va se retrouver ensemble sur plusieurs épisodes. Toi, tu assures de l'amour, toi, c'est ça ? Moi, j'assure de l'amour, ouais. Ouais, c'est ça. C'est l'amour est dans le pré, en fait. Amour garanti. On s'aime beaucoup dans ce podcast. When you hear the rhythm, start to move. On s'aime aussi beaucoup dans ce salon de l'agriculture que tu connais bien, Édouard. Et justement, on l'arpente aux côtés de Jérôme Bail dans l'une des séquences de ton dernier film, Rural. Tu es venu à ses côtés dans une séquence très forte justement du documentaire. Toi, en tant que réalisateur, à quoi tu fais attention quand tu viens filmer dans le salon justement ? Film qui n'est pas sorti encore. Pas encore. Film qui sort le 4 mars, comme je le disais. Au cinéma. Le 4 mars, évidemment. Dans 150 salles. Ah, peut-être plus, mais justement, on sème pour Sûrement voir ce qu'on plus. récoltera, en fait. C'est comme l'agriculture, le cinéma. D'ailleurs, on parle d'exploitants de salles de cinéma et d'exploitants agricoles. Ouais, c'est vrai, Donc, il y a des liens. il y a beaucoup de liens. Et on peut être aidé par le CNC ou être aidé par la PAC. Ouais. On peut ne pas le faire, justement. Oui, mais à un moment donné, c'est prendre une option pour aller préparer, cultiver, semer et ensuite tout faire pour que ça marche. Et tout ça est aléatoire parce qu'on est entre le ciel et la terre pour l'agriculture, mais on est dans les courants de la société pour le cinéma. Est-ce qu'il y a une grosse actu ? Est-ce que Marsupilami, je vais réussir à le suivre ou pas ? Ou pas du tout, mais peut-être qu'il y a une ouverture. Voilà, ou Gourou, voilà. Donc on est sur la même ligne de départ. Donc mais c'est ça qui est excitant, c'est d'être libre en fait. Et libre de pouvoir justement suivre Jérôme Bail dans les allées du Salon de l'Agriculture et croiser le président de la République lors d'une séquence l'année dernière. C'est jamais simple de l'approcher, mais tout ça, on faut être sur le chemin du président, c'est-à-dire dans sa déambulation. Ouais. J'avais prévu le coup et Jérôme, lui, n'était peut-être pas tout au courant de tout, mais il savait qu'il pouvait le croiser et quand ils se sont rencontrés, qu'on avait franchi les cordons de sécurité, il lui a dit ce qu'il pensait en fait, de l'agriculture, et c'est des paroles très fortes dans le film. Il lui serre bien la main. Le président arrive en disant « Salut Jérôme, comment tu vas ?» Et à la fin, il repart avec une main un peu blanche en le vous voyant et en voulant s'extirper. Donc, Jérôme dit les choses, droit dans les yeux, notamment « Vous nous avez abandonnés ». Ce sont des paroles très fortes, mais cette séquence est un maillon de toute la narration du film, qui est plutôt un film avec beaucoup de lumière et de soleil et de sentiments en fait. Toujours l'amour du métier. Hein. Quand on dit « on va semer », c'est ce que dit Jérôme dans tout le film. Mais... Et d'ailleurs, on a eu l'occasion de croiser Emmanuel Macron ensemble hier soir dans les allées du salon. Où ça ? Juste en dessous. C'était quel stand ? Devant les Brasseurs de France. Et où tu as eu l'occasion de lui proposer un visionnage du film. Je sais pas si une projection à l'Elysée. J'ai eu la chance de pouvoir montrer au président et à ses conseillers Au nom de la terre juste avant sa sortie, dans une projection très off,
en emmenant avec moi des agriculteurs pour déjà travailler. Il m'avait juré à l'époque qu'il ne signerait pas le Mercosur. Il a tenu sa promesse, mais il a failli pas la tenir. Mais bon, on ne va pas rentrer dans la politique, mais voilà, on avait pu ferrailler sur pas mal de sujets. En tout cas, il avait déclenché, le président, une mission parlementaire sur le mal-être agricole et le suicide quelques mois plus tard. Qui était mission justement que j'ai pu... la thématique de ton film. Oui, qui était la thématique de Nom de la Terre, où c'était très inspiré de l'histoire de mon papa, qui malheureusement a mis fin à ses jours quand j'avais 16 ans. Et c'est vrai que... Il y a une mission parlementaire qui a été créée, que j'ai accompagnée avec Olivier Damézin, qui était le rapporteur sur le terrain, et une feuille de route qui avait été mise en place, et sur laquelle j'avais travaillé avec Julien de Normandie, l'ancien ministre de l'Agriculture, et au moins c'était un sujet qui avait été traité, car il avait souvent été mis sous le tapis, je pense, par toute une profession agricole et toutes les organisations qui peut-être avaient peur de l'affronter. En tout cas, moi je pouvais par rapport à mon vécu, mais ensemble on a pu travailler et avancer sur le sujet. Comme je le disais il y a quelques minutes, tu as décidé de te consacrer à ce cinéma du réel, du monde rural. Est-ce que tu as le souvenir du moment précis où tu as compris que ton rôle, en tant que journaliste d'abord, puis en tant que scénariste et cinéaste, c'était de raconter le monde agricole et pas de le produire d'une certaine façon, alors que tu viens du monde de la production agricole. La suite logique aurait été sûrement que je reprenne la ferme de mon père, mais bon, il y a eu ce drame dont je vous ai parlé qui a fait que j'ai dû tenir la ferme avec ma mère jusqu'à mes 20 ans, mais le projet d'installation n'était plus là parce qu'on avait quand même beaucoup souffert, il se passait beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, je pense qu'avec du recul, je suis sûrement plus utile avec ma caméra pour raconter celles et ceux qui nous nourrissent par du documentaire, par de la fiction, que d'être un exploitant agricole. J'aurais bien voulu, et c'est un des métiers les plus nobles et les plus beaux du monde. Contraignant, difficile, mais aussi magnifique, parce qu'il y a aussi beaucoup de plaisir, et c'est pour ça que j'ai voulu le raconter encore, ce milieu par du cinéma positif, pour créer et garder l'enchantement, pour justement permettre à des nouvelles générations d'être attirées par ce métier. Sans angélisme aucun, il est important quand même de faire rêver et de continuer à dire que un agriculteur, c'est un être libre. Aujourd'hui, il n'est peut-être pas assez, avec toutes les normes et contraintes qu'on lui impose, avec le jugement d'une certaine partie de la société. Mais en tout cas, ça reste ce métier-là, quoi. Ouais, justement, ça me fait penser à... Donc, j'ai eu la chance de voir Rural en avant-première, donc c'était vraiment une super découverte. Et pour moi, il y a une thématique qui était forte dans le film, qui traverse tout le film, qui est celui de la transmission par des voies, on va dire, naturelles dans le monde agricole, qui sont celles de la famille. On voit beaucoup les liens familiaux s'exprimer et être très actifs dans la trajectoire des agriculteurs et de leur entourage, mais aussi transmission qu'on appelle en agriculture hors cadre familial. Les NIMA, les fameux NIMA. Voilà. Non issus du milieu agricole. Et donc ils sont de plus en plus nombreux, donc des personnes qui ne viennent pas du monde agricole, qui ne sont pas issues, mais qui reprennent des fermes. Et je me demandais si pour toi c'est le signe aussi d'une normalisation du métier d'agriculteur, et que les exploitations agricoles deviennent de plus en plus des entreprises de plus en plus comme les autres, et qu'en normalisant cet entrepreneuriat agricole, c'est aussi ça qui participe à l'attrait que ce métier peut représenter pour des gens qui ne sont pas issus de familles d'agriculteurs. Les agriculteurs, les agricultrices sont aujourd'hui des gens qui sont formés, en fait, qui ont besoin d'un bagage. C'est pas à toi que je veux dire le contraire. Ils le sont de plus en plus, d'ailleurs. Oui, parce qu'il faut faire... on voit que c'est un métier très administré, où il y a beaucoup de normes, où il y a beaucoup de contraintes, où il y a beaucoup d'ingénierie, où la data arrive, l'IA, à un moment donné... Non pas que tout soit techno-solutionniste, mais on ne peut pas passer outre. Et dans tous les systèmes, les modèles, un tracteur aujourd'hui, il est conduit par le GPS. Et peut-être que sur aussi bien des pulvérisateurs que des moissonneuses, tout est fait aussi pour que justement par satellite on puisse économiser soit de l'azote, soit des produits phyto, soit qu'on puisse en tout cas travailler plus précisément. Et demain peut-être que, et c'est déjà le cas, on arrivera à se passer de plus en plus de produits phyto pour aller au micron, au millimètre, taper au laser avec des tracteurs autonomes, les adventices, donc les fameuses mauvaises herbes. Et il ne faut pas renier ces solutions-là. Alors c'est peut-être loin de l'agriculture paysanne qui est une vraie agriculture, mais qui peut être aussi fantasmée à l'échelle du territoire ou de l'Europe ou encore plus du monde. Mais bien sûr qu'on a besoin de bagages, on a besoin de gérer les fermes, de faire de la stratégie dans une économie mondialisée. Donc on peut être contre, mais on ne peut pas aller contre.
En tout cas, il faut faire avec, je pense. Sinon, on sera vraiment largué et notre statut de première puissance mondiale européenne, agricole, sera menacé en fait. Je pense que tu partages Il a déjà un peu de plomb dans l'aile quand on regarde la balance commerciale. Ouais, déjà, c'est la première année en 2025 on n'est plus autosuffisant. Ouais, donc on importe plus qu'on exporte. Donc il faut de la formation, mais à tous les niveaux. On a bien vu pendant le Covid, il y a eu un besoin de retour à la campagne, il y a eu des installations à la campagne, je vais faire un petit maraîcher bio mais en fait, si t'as pas de formation, la terre est basse, il pleut, en ce moment il y a trop de flotte, faire des légumes c'est pas si simple en fait. Puis surtout il faut garantir des volumes et un revenu. Et je pense qu'on a besoin de rentabilité quand on est agriculteur. Certains ne sont pas tous d'accord, mais vous voyez où je regarde. mais c'est la réalité en fait. On peut pas être heureux si on n'en vit pas. Donc voilà, c'est bien de le dire aussi qu'il y a aussi plein aujourd'hui de filières qui commencent. On voit que les céréales sont en train de plonger. On dit les grands céréaliers riches, il y avait plus de moyens. Aujourd'hui ça devient compliqué. Mais on voit que la valeur par exemple le cours de l'agneau ou de la viande bovine n'a jamais été aussi haut et les gens qui travaillent bien gagnent plutôt bien leur vie. Mais ça reste des contraintes et ça reste tout ça. Ça reste à expliquer parce que depuis les centres urbains ou depuis des gens qui aujourd'hui peut-être connaissent moins l'agriculture ou la connaissent plus, on a besoin de faire un travail de pédagogie pour expliquer comment tout arrive dans notre assiette. Et justement, ce travail de pédagogie, c'est aussi celui que tu contribues à faire à travers ton cinéma et tous les films que tu défends. La transmission, quand on sait qu'aujourd'hui, il y a un agriculteur sur 2 qui va partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent, la question de cette transmission de génération en génération, elle est au cœur des préoccupations actuelles, mais aussi de tes films. Toi, tu n'as pas repris l'exploitation familiale, c'est ce que tu nous disais, mais est-ce que ton cinéma, cette forme de transmission-là, à toi, c'est celle qui fait sens? C'est une autre forme de transmission? Moi, je pense qu'on a besoin de développer les imaginaires, les rôles modèles. Là, j'ai accompagné et suivi avec ma caméra Jérôme Bail, cet agriculteur charismatique du Sud-Ouest qui s'est levé avec ses potes et qui a pris la parole place du Capitole à Toulouse et qui a bloqué l'A64, l'autoroute, en janvier 2024. Pour plein de raisons que j'ai pas détaillées dans le film, puisque des crises sanitaires, il y en a malheureusement tous les ans aujourd'hui. Un coup la MHE, la maladie hémorragique épizootique, un coup la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse, un coup la FCO, la fièvre catarrhalovine. Enfin aujourd'hui, malheureusement, avec le réchauffement climatique et le brassage des animaux, il y en aura de plus en plus. Là on voit aujourd'hui que à l'heure où on se parle, la France est sous l'eau. Il y a de l'eau partout. C'est alors un coût économique et alors environnemental énorme, mais il ne faut pas creuser les forêts, il ne faut pas les entretenir, faut pas faire de retenue d'eau. Enfin, il y a un vrai problème aujourd'hui, on est à la croisée des chemins, quoi. Et on voit que la nature, elle reprend ses droits. Avant, il y a toujours eu des crues, par exemple, mais on a voulu domestiquer la nature, c'est très bien, mais maintenant, il faut entretenir la nature. Et je pense qu'il faut travailler avec les paysans, les agriculteurs, pour justement que ce soit les partenaires de l'entretien de tout ce paysage. Pas de paysage, pas de paysans, pas de paysage, pas de paysans, pas de pays. Donc c'est vraiment tout ça qu'il faut travailler dans la main. Donc moi, oui, par mes films, je montre avec des images tout ça, là dans Rural, sans dire quoi faire, sans voix off, sans leçon de morale, parce que moi je déteste en recevoir, mais en suivant ce garçon, Jérôme Bail, dans ses pérégrinations sur 1 an et demi, en filmant la nature, au pied des Pyrénées, en Haute-Garonne, à Montesquieu-Volvestre, dans ce piémont pyrénéen qui est magnifique, et qui évolue au fil des saisons avec différents décors, paysages, avec son élevage de limousines, c'est 235 hectares, une centaine de bêtes, donc plus de 200 bêtes avec la descendance sur ces vallons du Piémont. Et puis cette agriculture qui peut paraître, c'est une agriculture familiale, paysanne, mais en même temps moderne, puisque ils essaient eux de s'en sortir. Et pendant le film, il y a une belle surprise, c'était pas prévu, comme c'est un documentaire et que c'est pas du tout une fiction. Il y a Jérôme qui a dû reprendre 80 hectares de son oncle, personne ne voulait reprendre ces terres, donc il les a reprises et puis le contrepartie c'était de loger son oncle. Donc il y avait du bâti sur cette terre, il a rénové une maison qui était bien grande et qu'il a louée pour moitié, donc il y a 2 logements dans cette maison. Et là est arrivé Émilie avec ses 2 enfants, 8 ans et 12 ans, Maëlys et Evan, et Evan jouait 5 heures par jour à la console. Et en découvrant la ferme auprès de Jérôme, il a posé sa console, il a appris la ferme, il a appris les valeurs et il s'y est intéressé.
Et aujourd'hui, il a posé la console et il veut devenir agriculteur. Donc c'est ça la transmission. C'est l'humain et l'avenir. Et Jérôme, quand je filme ça, il pose son téléphone plus, il éteint la télé, il fait famille, jusqu'à une séquence magnifique que je vous dévoilerai pas. Il faut aller voir. Ça, c'est surprise. Je confirme. Et c'est teasing. Mais c'est aussi ça, ces formes de transmission que toi tu mets. De transition aussi. Et de transition aussi que tu mets en scène. En fait, la transmission aujourd'hui, elle est multiple. Après, au-delà de ça, toi, à travers ton cinéma, qu'est-ce que tu souhaites provoquer ? Le sociologue François Purseigle, qu'on va recevoir aussi dans ce podcast, On va semer, avec qui tu as coécrit le film, dit, en sortant du cinéma, le spectateur doit pouvoir prendre conscience de ce qui se joue actuellement à travers la transformation des mondes agricoles. Qu'est-ce que tu cherches à provoquer dans le regard du public qui peut-être n'a pas conscience de ce qui se passe de cette réalité au quotidien agricole ? Tout simplement montrer pour faire voir, et quand on fait voir, on apprend. Donc c'est de l'information, tout ça, c'est une photographie de ce que peut être une France agricole, celle du Sud-Ouest à l'instant T. Donc c'est documenté, c'est montré, c'est se parler. Jérôme Bail, c'est quelqu'un qui parle aux gens avec qui il n'est même pas d'accord. Il parle avec des gens de tous bords politiques, avec des gens de tous syndicats. Il crée du lien. Ouais. Moi, j'essaie avec mes films de créer du lien. En fait, on voit qu'on est dans une société assez divisée avec beaucoup de gens qui est chacun dans son camp et chacun réfléchit dans son silo. Et on n'avance pas comme ça. Donc, et plus que jamais, l'agriculture a besoin d'unité que de division. On le voit bien, ce salon de l'agriculture est quand même chahuté, il n'y a pas les vaches, il y a eu des appels au boycott. On voit que les allées du salon ne sont pas bien garnis, mais il y a quand même cette force de vie qui est là. Il y a des jeunes, il y a de l'avenir, il y a de la technologie. On voit bien dans les lycées et les écoles agricoles, beaucoup de jeunes qui sont là. Enfin, forcément, c'est des écoles, mais il y a beaucoup de filles qui sont là. C'est-à-dire que les professions se féminisent. Il y a beaucoup de non issus du monde agricole, comme tu le disais. Et les profils sont plus variés en fait. Oui, mais parce qu'on le disait, le métier se modernise, parce que les enjeux sont l'assiette qu'il y a devant nous, l'eau qu'on boit, l'air qu'on respire, la température et le climat de la planète. Voilà, tout ça, c'est l'agriculture en fait. On ne peut pas faire sans l'agriculture. Alors certains diront que l'agriculture pollue, l'agro-industrie et tout. En France, on est quand même s'il y a des grosses fermes, on est loin de ce qui se passe dans d'autres pays. Donc voilà, il y a besoin de la soutenir. Et je pense qu'il va falloir mettre en place des mesures de protectionnisme. Parce que dans les temps chahutés qui courent, on a besoin d'autonomie et de souveraineté alimentaire. Et on sait tout faire en France. Sauf qu'on est en train d'abandonner, on le disait quand même, beaucoup de filières, de spécificités, de produits de haute qualité. Et voilà, le législateur doit quand même, qu'on élit tous, doit travailler pour que le drapeau bleu, blanc, rouge ou régional sur un produit soit un produit en France et non transformé en France, tout au moins à l'échelle de l'Europe. Et le Mercosur n'est pas une bonne nouvelle, quoi. Donc on a la restauration collective hors foyer doit aujourd'hui être doit vraiment s'approvisionner chez nous, quoi. Ça part de ces actions-là aussi locales. Ça part de la préférence nationale. Je ne vais pas faire Make America Great Again, MAGA, parce que je ne suis pas trumpiste, mais à un moment donné, il va falloir quand même voir ce qu'on sait faire nous et à un moment donné avoir un sentiment national sur nos préférences. Et d'ailleurs, c'est pas que des paroles, là, ce que tu dis, c'est que tu l'as aussi mis en œuvre, parce que tu as noué des partenariats aussi avec Laval pour la production de ton film. Donc c'est un truc qui pour toi est important, la relation amont-aval, et que de réussir à faire parler entre eux et s'organiser depuis la production primaire jusqu'à la grande distrib, que ça passe aussi par là. Peut-être la rentabilité des agriculteurs dont tu parlais passe aussi par une meilleure gestion de la chaîne de valeur, et toi c'est des choses que tu mets en œuvre concrètement aussi. En premier lieu déjà, j'ai pas grand monde qui a voulu me suivre sur ce film. Sûrement parce qu'il y avait des imaginaires et des préjugés sur Jérôme Bail qui dérangeaient, alors que moi j'avais bien vu avec François Purseigle justement qu'il y avait une sincérité, que le garçon ne roulait pas pour un syndicat ou un parti politique, et que même avec ses copains, ils s'appellent les Ultras de la 64 parce que chez eux les Ultras c'est le rugby, c'est le collectif. Alors c'est peut-être un nom qui fait peur, ça je joue de la corde. Il est le président. Mais il est président de cette association qui ensuite a pris la chambre d'agriculture de Haute-Garonne. Lui il n'est pas élu.
Je sais plus ce que je voulais dire. C'est ce qui a fait peur justement au financement. Et d'un côté, on a le monde qui finance le cinéma qui m'a peu suivi, et de l'autre côté, le monde agricole, quand j'ai parlé du projet, qui m'a peu suivi non plus. Seules les maisons familiales rurales, c'est de la formation en alternance, m'a suivi. Il y a le Crédit Mutuel aussi qui a vu le sens du collectif. Mais sinon, on a prêché vraiment dans le désert et c'est pas grave, on a fait 100, j'ai fait avec des tout petits moyens. Et ça a apporté, quand il y a des contraintes, ça apporte aussi de la force. J'ai pu être très près de Jérôme, de sa famille et de l'humain. En dispositif léger aussi. J'étais tout seul sur le terrain avec ma caméra et je faisais le son. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir une vérité au plus. Ouais, bien sûr, mais on est loin d'imaginer le cinéma comme ça, en se payant très peu. Mais ça raconte aussi que, il y a eu beaucoup d'appréhension en fait. Et là, moi, j'essaie toujours de recoudre. Et là, on voit qu'avec toutes les avant-premières qu'on fait, il y a beaucoup de monde dans les salles. Et le film met tout le monde d'accord parce que j'ai filmé le quotidien d'un agriculteur. Et ça marche dans le nord de la France, en Bretagne, en Normandie, dans le sud-ouest. Les gens se reconnaissent en fait. Et le public que j'avais eu sur Au nom de la Terre, il y avait eu 2 millions d'entrées, 100 000 seulement à Paris. C'est le même public, je retrouve le même public. Les gens viennent se voir sur le grand écran. Et ça, c'est hyper... quand on entend ça, c'est quand même hyper beau, quoi. Il y avait eu aussi beaucoup d'avant-premières. Tu avais fait énormément d'accompagnement du film en salle avec des séances d'échange. Au nom de la Terre, ouais. Pareil avec Rural, je fais 75 dates. Là. En quoi c'est important justement, parce que la transmission elle va même au-delà de l'écran en fait, du coup. Cet échange-là, qu'est-ce qu'il apporte au public et à toi en tant que réalisateur ? Déjà, le film n'existe pas, donc faut créer sa notoriété. Faut aller semer en fait, faut aller partout en France. C'est tes graines à toi. Oui, il faut créer sa notoriété avec de la presse quotidienne régionale, avec de la radio locale, avec de la presse hebdomadaire. Et puis les réseaux de chaque exploitant de salle de cinéma, il essaie de les mobiliser pour faire venir du monde. Là, il pourrait y avoir 20-30 personnes par projection, et là, c'est dur. Il se trouve qu'on a des salles de 150, 200, 300, 400 personnes. Et là, c'est assez dingue sur un docu, mais en même temps qui raconte avec sincérité, on le disait, la vie d'un éleveur. Donc, de la sincérité, de la réalité. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ça pour faire société. Et donc, là, on est à quelques jours de la sortie. On verra ce qui se passe après, mais la presse nationale nous suit. On a de très beaux partenariats. Et... on verra bien, et je pense qu'on a besoin de ces récits-là. Ouais. Tu dis souvent, je viens de la terre et la terre colle au basket. Finalement, ta force à toi, c'est vraiment celle-ci. Est-ce que tu la résumerais là, de dire que tu viens de cette terre, tu connais leur quotidien et c'est comme ça que tu arrives à le retransposer, le retranscrire? Moi, d'où je parle de ma ruralité, de ma ferme, de là où j'ai grandi en fait. Je dis pas que je sais pas parler d'autre chose, parce que je l'ai fait quand j'étais journaliste ou que je faisais d'autres documentaires, mais on n'est jamais plus fort que quand on parle d'où on vient et qu'on se raconte. Ouais. Et on se raconte toujours quelque part quand on refait des œuvres, des bouquins, des films. Et moi, je raconte mes pères, PAIRS, tout en racontant mon père. Et moi, j'aurais dû reprendre cette ferme et j'aurais été aujourd'hui, je pense, j'aurais eu de la tech, j'aurais eu une grosse ferme, j'aurais essayé de faire bien tout le temps comme mes parents faisaient. Bon, il se trouve que je fais du cinéma et que j'ai la chance d'avoir un producteur, Christophe Rossignon, qui m'accompagne depuis Au nom de la Terre et dans tous mes autres films, parce qu'au-delà de Rural, on est sur 2 projets de fiction, un pour Netflix et un autre pour le cinéma, un thriller et une comédie. Okay. Et c'est comment passer des messages à un gars des ultras, là, un gars du Haut-de-Garonne. Il y a du monde qui passe autour de c'est la famille agricole, ouais. Et en fait, c'est comment, par plusieurs styles, genres, du thriller, de la comédie, du docu, passer des messages et les passer au plus grand public. Quand Netflix vient me contacter l'année dernière pour préempter le domaine rural et agricole, c'est pas rien quand même. C'est worldwide, là, c'est 300 millions d'abonnés. C'est pas que pour la France. Ouais. Et là, dans un thriller, on peut passer des messages. Et c'est ce que tu t'efforces de faire, justement. Parce que je sais faire... Enfin, je sais pas, moi j'ai pas appris le métier de journaliste, documentariste, c'est encore moins du cinéma. À un moment donné, j'ai pris la caméra pour mettre dans le cadre ce que j'avais envie de raconter, de mettre les gens que j'avais envie de filmer dans ce cadre. J'ai pris la caméra sans connaître trop la technique. S'il faut faire un plan avec mon iPhone, je le fais. Le but, c'est de raconter ce que j'ai devant moi, en fait. Alors, ça peut être des fois à l'arrache, mais bon, des fois, je suis un peu à l'arrache, moi. Donc, mais c'est ces défis-là qui t'ont permis d'oser. Il faut oser. En fait, moi, j'adore aller là où j'ai pas de repères et où c'est un terrain inconnu, en fait. C'est ça ton défi. Ouais, mais j'aime bien explorer, je suis libre comme un agriculteur l'est et comme mon éducation m'a appris ça, donc on sauve pas des vies, je fais des films,
J'ai la chance de pouvoir être payé quand on fait des entrées pour raconter la vie des autres, de faire le tour de France avec mon film, le tour de France de la gastronomie, des fromages, du vin, enfin tout va bien quoi. Et sans avoir repris la ferme, tu retrouves cette logique d'entrepreneuriat quand même qui est chère à l'agriculture, parce que qui est quand même méconnu du grand public, mais un agriculteur c'est un entrepreneur. C'est un couteau suisse, ouais. Au moins comme les autres, voire plus que les autres. Et donc là, tu as aussi la liberté de retrouver cette liberté entrepreneuriale dans ce que tu fais aujourd'hui. Bien sûr, parce que là c'est repérer, tourner, après c'est monter, travailler avec le compositeur pour faire de la musique qui a des intentions, c'est aller emmener le film jusqu'à la fin avec la post-production, c'est créer une tournée avec le distributeur, des salles, des petites salles en centre-ville, des grandes salles moins en centre-ville, des CGR, des UGC, des pâtés, créer cette tournée-là pour voir où ça marche, où est le public, puis ensuite créer un plan de sortie et faire des médias et faire ce qu'on fait en ce moment, le podcast, et faire du hors-média avec les Mousquetaires, t'en parlais tout à l'heure, qui sont partenaires du film. Thierry Cotillard a cru tout de suite en sens du collectif et je le remercie parce que sans eux, par exemple, on fait pas le film parce qu'on n'a pas beaucoup de partenaires, je le disais. C'est un poids symbolique. Parce que lui est fils d'agriculteur, qui croit aux engagements avec l'agriculture, tout n'est pas parfait chez les Mousquetaires, et comme dans plein d'autres endroits, mais moi j'essaie de raconter ce qui marche déjà. Et j'essaie de... Voilà, moi je fais mes courses en grande surface, je vais au marché, je dis pas la grande distribution c'est les méchants, on peut le dire, mais à un moment donné on fait tous nos courses au même endroit, et puis certains aujourd'hui font du drive et certains d'autres font se livrer. Moi je cuisine en fait, et c'est ça en fait, moi la pédagogie c'est les plus jeunes, d'où ça vient, qui fabrique, acheter des produits bruts de saison français, voire européens, et cuisiner. Et déjà quand on fait ça, on fait quand même un peu le boulot quand même. Et c'est pas de dire il faut ci, il faut ça, non, tu devrais faire. Oh là là. Moi j'ai envie d'être libre aussi quoi. J'ai envie d'être libre de ce que je consomme, mais plutôt bien manger, être en bonne santé. On est ce qu'on mange, faut pas l'oublier. Et ce qu'on retient, c'est que lorsqu'on partage aussi ces mêmes racines-là, c'est aussi en s'unissant, en défendant les mêmes messages qu'on devient plus fort. La force du collectif. C'est ce que je retiens de ce que tu... J'ai un copain, Jérôme Chapon, qui est le patron d'une organisation de producteurs de lait, là, Novandi. Ils sont 300 ou 400 producteurs. Ils négocient avec Andros, ils négocient avec la grande distribution, ils sont producteurs de lait. Et c'est la force du collectif qui permet de signer des accords tripartites pour assurer des prix et des volumes avec des industriels et avec des agriculteurs. C'est ensemble, comme dit Jérôme dans le film, ensemble on risque rien. Ensemble on risque rien. Ils mettent des G, eux. On l'entend ils mettent des G, ils sont du sud-ouest. l'accent. En fait, comme ils ont toujours été nuls au Scrabble, comme il dit, ils mettent des G, ça fait des lettres en plus. On a un petit rituel de fin d'épisode, étant donné que dans... C'est déjà fini ? Déjà, ça passe vite. Dans On va semer, on veut être porteur d'espoir et d'innovation positive pour l'avenir. Est-ce que tu peux nous dire ce qui te rend profondément optimiste pour le secteur agricole ? Et est-ce qu'il y aurait une innovation en particulier, une idée, un projet que tu aimerais nous partager qui va dans ce sens-là et qui nous inspire aussi ? Waouh. Ça peut être une petite chose, un livre. Il y a un truc dont je suis sûr, c'est qu'on ne s'arrêtera pas de manger. Donc on aura toujours besoin d'agriculteurs et d'agricultrices, sauf si ça là, passe par l'assiette. 3 fois par jour. Bienvenue à Gattaca, on bouffe une pilule. Là, ça me fait pas rêver, moi. Comme on dit, chaque Français a besoin d'un agriculteur 3 fois dans la journée. Ouais, donc c'est ça, vrai. Je reste optimiste. Après, il y a le réchauffement climatique, il y a plein de choses qui secouent, mais voilà, il y a un contexte géopolitique compliqué, mais justement, c'est dans ces temps chahutés, généralement, qu'on se retrouve dans l'assiette, c'est ça aussi que ça passe. Qu'on fait preuve d'imagination, on trouve des solutions, on le voit, on est sur la ferme digitale, tout ça, c'est des idées, du travail, et pour faire progresser, c'est le progrès de l'agriculture. L'agriculture a le droit de progresser, l'industrie, je fais un lapsus, l'industrie a le droit de progresser, la médecine a le droit de progresser, tous les domaines ont le droit de progresser. L'agriculture, c'est moins simple dans les imaginaires, mais il y a beaucoup de tech, il y a beaucoup de visions, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui veulent nourrir et changer le monde, et c'est ça, moi je veux dire, il faut avoir confiance en fait. Il faut avoir confiance en ceux qui arrivent en fait. Voilà, la terre on l'hérite de nos parents et on l'emprunte à nos enfants, donc
faut pas l'oublier tout ça. Et la ferme digitale dont tu parlais, c'est justement au cœur de cette ferme digitale où on se trouve. Le studio de podcast est au sein de la ferme digitale et c'est vraiment un élan pour justement l'innovation, pour regrouper toutes ces idées au sein d'un même projet et d'une association. On aura aussi le plaisir d'en parler dans On va semer. Merci beaucoup Édouard d'avoir été là. Merci. Évidemment, on invite tout le monde à aller voir le film le 4 mars en salle. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode d'On va semer. Allez, maintenant la chanson, vas-y. La chanson, allez. Non, là je te laisse le faire. On va semer sur une étoile ou dans un pré, au fond d'un train, un vieux grenier. Tu veux découvrir ton visage où l'amour est né. On va semer. On a le droit à un remix en live, pas mal. Toute l'équipe des techniques est morte de rire. Vous l'avez pas fait celle-là hein. Surtout que j'ai une voix hyper juste. Non, c'est pas vrai. Si. L'équipe est en train de nous répondre en live. L'équipe nous répond en live. Si, ça semble très bien. Et je valide Non, aussi. je sais, je vais arrêter. Il y a assez d'eau comme ça. Bon, Comme on n'a pas le droit de faire de retenue d'eau facilement. Avant de retrouver le single sur toutes les plateformes d'écoute, vous retrouverez déjà tous les épisodes d'On va semer et également sur la chaîne YouTube d'ATK. En tout cas, nous, on a hâte de vous retrouver pour les prochains épisodes. Salut. Et allez voir le film, il est super. Oui, on le 4 mars. redit. Rural. C'est la rue qui râle. Merci Édouard, salut. When you hear the rhythm, start to move.